International Women's Forum est un réseau unique qui rassemble plus de 7000 femmes influentes au niveau mondial et nous sommes plus de 200 en France. Nous œuvrons pour l'égalité femmes-hommes dans les enjeux sociétaux et contribuons notamment à intégrer des femmes au sein des instances décisionnelles des entreprises. Nous avons décidé il y a près de 5 ans de créer les Assises de la parité pour rassembler au travers d'un dispositif unique tous les acteurs engagés sur ce sujet et participer activement à faire bouger les lignes. L'occasion notamment de se mettre en mouvement collectivement, de partager et aider à mettre en pratique les initiatives qui fonctionnent en France et à l'international, de décrypter les grandes tendances et de mobiliser largement en interne et en externe. Les Assises de la parité 2023 se tiendront sur le thème de la transformation en présence de milliers de décideurs, influenceurs et politiques. Transformation car malgré la réglementation au niveau français comme au niveau européen, quand on regarde attentivement les chiffres et la composition des COMEX, les résultats n'y sont pas. Et trop nombreux sont encore les métiers carrières et filières genrées. Transformation car quand on analyse l'accès à l'entrepreneuriat, le financement des startups et de l'écosystème entrepreneurial, la parité est loin d'être atteinte. Transformation car l'orientation scolaire et les parcours professionnels n'impactent pas suffisamment l'objectif paritaire. Transformation car la parité est loin d'être une réalité dans les salaires. Transformation car trop de biais conscients ou inconscients, individuels ou collectifs, culturels ou organisationnels sont encore présents au sein de notre société. Transformation car les bonnes pratiques, les initiatives qui fonctionnent, les réussites d'autres pays sont insuffisamment partagées, reprises, réexploitées. Transformation, car on recherche souvent que des rôles modèles, alors qu'il faut avant tout créer des conditions de réussite. Au regard de vos envies, engagements et objectifs en matière de parité, je compte sur vous pour rejoindre et élargir notre collectif composé d'une 50aine d'entreprises et institutions. Je vous dis à très bientôt et surtout n'hésitez pas à nous solliciter si vous souhaitez que l'association intervienne d'une manière ou d'une autre au sein de votre structure, en amont et ou en aval des Assises de la parité 2023. Bonjour à toutes et à tous et merci Lucille Desjonquières, elle est à ma gauche, elle Merci. parlera, ça va Lucille? Très bien. Très bien, vraiment en image et en vrai à côté de moi. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette émission de lancement des Assises de la parité 2023. Cette initiative, et Lucille l'a rappelé, portée par l'International Women's Forum. Et le thème de ces Assises 2023, les transformations. Et oui, la réglementation évolue et plusieurs crises percutent notre planète. Et il faut répondre aux injonctions de toutes les parties prenantes, hein, les jeunes, la société, les citoyens, pour aller vers plus de parité dans les organigrammes, l'entrepreneuriat, dans tous les domaines de la société où le collectif joue un rôle fondamental. Alors, au programme de ces Assises 2023, on parlera il y aura des rencontres évidemment avec les personnalités qui comptent, des hommes et des femmes bien entendu, des ateliers avec les associations et tous les acteurs clés, un challenge pour les startups, l'entrepreneuriat au féminin, des études, et oui, il faut mesurer tout ce qui se passe dans notre société. Bref, ces Assises 2023, ce sera l'occasion évidemment de faire le point sur ce sujet ô combien essentiel dans notre société où on parle de RSE, d'impact, d'empreinte, et oui, ça passe aussi par la parité. Lucille, bonjour, autour de moi plein de personnalités, j'ai la joie, le plaisir d'accueillir Véronique Gröner. Alors, elle a un titre comme ça, donc je vais le résumer. Elle est DRH du ministère, des ministères financiers et économiques. Bonjour Véronique et bienvenue. Bonjour. On verra avec vous où se déroulent ces Assises 2023. Mathieu Gabé, le boss d'Epoca, qui est le chef d'orchestre de tout cet événement. Bienvenue Mathieu. On fera le point sur le contenu de ces Assises. Et Caroline Chalin-Darginet qui nous parlera aussi de ces Assises. Bonjour. Bonjour Gilbert. On est prêt? On y est. Allez, à fond. Lucille, un mot. Oui. D'abord la tonalité. Alors vous avez parlé 2 minutes en nous expliquant avant, maintenant et demain la tonalité de l'ambition que vous portez aujourd'hui. Quelle est-elle en quelques mots? Bon, déjà, ces Assises de la parité, c'est une 4e session où on ne cesse de progresser, de mobiliser, de sensibiliser. Et cette année, nous sommes accueillis à Bercy, donc c'est symboliquement, oui, c'est symboliquement énorme. On est bien là pour porter des sujets politiques, économiques et sociétaux. Et autour de cette transformation, il va y avoir énormément de tables rondes sur des thèmes tels que évidemment,
toujours nos thèmes de prédilection, les femmes dans les conseils On en d'administration. parlera, Caroline nous dira tout. Voilà, On les rentrera dans le comex, détail. les femmes, La l'argent, réglementation. les entrepreneuses, etc., etc. Et surtout, mobiliser, ça j'y tiens énormément, c'est les femmes et les hommes ensemble. On assiste aujourd'hui à quand même une certaine quantité d'hommes qui ont peur de l'arrivée de ces femmes. Et j'espère que ces assises de la parité vont permettre de les rassurer, de les embarquer pour faire ensemble pour cette fameuse performance dont on parle souvent. Ils ne sont pas tous effrayés, ils sont de plus en plus nombreux à attendre justement vers plus de parité. Et vous l'avez dit, c'est un événement pour ces assises 2023. Ça se passera à Bercy. On a la joie. Alors je le disais à Véronique Grandet, vous êtes chef du service des ressources humaines au secrétariat général des ministères économiques et financiers. Absolument. C'est DRH. DRH. DRH, voilà, directrice des ressources humaines. Alors, ces assises se tiennent à Bercy, évidemment, c'est un véritable tournant dans l'organisation de cet événement. Pourquoi vous avez fait le choix de vous associer à cet événement? Déjà, on en est ravis, parce que accueillir les assises de la parité à Bercy, c'était pour un ministère de l'économie et des finances qui promeut l'égalité professionnelle à travers les politiques publiques qu'il met en œuvre, une opportunité fantastique pour réunir des acteurs économiques, publics, privés, publics, pour leur permettre d'échanger, de partager les bonnes et les moins bonnes pratiques. Je crois qu'on apprend aussi beaucoup de ces échecs, pour susciter de l'émulation et pour se faire challenger par nos partenaires habituels. Je pense à plusieurs partenaires tels que Jamais sans elle, l'Association française des managers de la diversité, la FMD, Initiative Stop, l'Accordé, auquel nous tenons beaucoup en tant qu'employeur public. Oui, voilà. Donc pour nous, c'est une fantastique opportunité et bienvenue aux Assises de la parité. Ah bah, Merci de nous accueillir. Welcome pour International Women's Forum. Pardon. Alors, un mot, parce que Bercy, c'est aussi un employeur. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a une vraie démarche de marque employeur, si je puis dire, pour dire, ici, on va on respecte les attentes des nouvelles générations, on est finalement en phase avec notre époque. Absolument. Disons de longue date, le ministère s'est engagé pour défendre l'égalité professionnelle. On va parler de transformation aux assises. Je crois que pour transformer, il faut s'inscrire à la fois dans la temporalité, dans le temps. Il faut que ce soit durable et il faut jouer collectif. C'est l'une des raisons pour lesquelles, depuis plusieurs années, donc, nous nous sommes inscrits dans une démarche de labellisation. En 2010, nous avons eu le label AFNOR de la diversité. 2018, celui de l'égalité professionnelle. Et depuis, c'est tout des plans d'action, donc elles sont nombreuses à être mises en œuvre, puisque c'est tout un environnement qu'il s'agit de transformer. Créer un collectif qui favorise l'épanouissement des femmes, qui leur donne envie de venir. Et s'agissant d'un ministère qui a été longtemps marqué par une image un peu masculine, voilà, d'hommes le haut fonctionnaire à Bercy, costumé. En costume, alors bleu marine ou gris, je ne sais pas, mais ça change. Il y a le choix. Il y a le choix. Maintenant, déjà, ils ne portent plus nécessairement la cravate. Ils ont parfois aussi un col roulé. Et parmi eux, il y a des femmes. Voilà. Je crois que c'est très important. Et donc, pour citer nos priorités actuelles, je crois qu'au premier chef, il faut citer la féminisation de l'encadrement supérieur. Notre encadrement est paritaire. Par contre, là où il y a un plafond de verre à briser, que nous réussissons à briser, les derniers résultats le montrent, c'est au niveau de la haute fonction publique. Donc, accompagnement des femmes, formation, coaching, mentorat, création de réseaux qu'on essaye de faire prospérer. Ce sont autant de... Qu'est-ce que c'est cette notion de primo-nomination dont vous me parliez quand on préparait l'émission ? Alors, la primo-nomination, c'est un dispositif qui est prévu par la loi, qui va prochainement être enrichi. C'est la Première ministre qui l'a annoncé, conduisant à inciter, quand on ne le respecte pas cette cible, on doit verser une pénalité, à nommer des femmes dans les emplois supérieurs, dirigeants. Voilà. C'est 40%, c'est ça ? 40%. Ouais, c'est voilà. Ça. Donc, ce sera porté à 40, ça devrait être porté à 45% en 2026. Mais 40% de première nomination
aux emplois supérieurs de notre ministère. Et c'est un objectif que nous avons atteint depuis 2 ans, malgré un vivier qui n'est pas encore totalement féminisé. Donc on a de l'ordre de 30, un petit tiers de femmes parmi nos cadres supérieurs. Et donc nous réussissons à atteindre cet objectif de 40% en poursuivant la féminisation de ce vivier. J'évoquais le mentorat, l'accompagnement de nos cadres vers l'encadrement supérieur. Ça fait partie des actions que nous conduisons. C'est un vrai examen de conscience pour un ministère régalien comme le vôtre, c'est-à-dire que c'est une administration, on pourrait penser que les règles élémentaires de parité soient respectées, mais il faut aussi faire son autocritique et regarder la réalité telle qu'elle est. Alors, il faut faire son autocritique et vous aviez évoqué la lutte contre les stéréotypes, changer les représentations. Je crois que nous sommes concernés au premier chef, s'agissant d'un ministère économique et financier qui, à une époque, attirait un peu moins les talents féminins. Donc aujourd'hui, nous le crions haut et fort, les talents féminins sont les bienvenus. Welcome. Voilà, et nous mettons tout en œuvre pour que ce soit le cas et pour féminiser, alors non seulement la haute hiérarchie, mais aussi certains secteurs de notre administration. Donnez-nous l'exemple, là, parce que les qui douaniers, ne sont pas mixtes. Les douaniers, vous me disiez, on n'a pas assez de douaniers féminins. Alors je dis, on dit les douanières, voilà, c'est ça. On n'a pas assez. En particulier dans la branche surveillance. Ouais. Elle rencontre les mêmes difficultés que dans certains métiers de sécurité. Et donc c'est la raison pour laquelle, dans le cadre d'un comité mixité que nous avons installé l'année dernière, avec le ministère de l'Éducation nationale, nous avons engagé une collaboration visant à aller rencontrer des jeunes filles dans les lycées. Je crois qu'il faut traiter le sujet très en amont pour changer les représentations, lutter contre les stéréotypes. Il faut s'y attaquer en amont, dès l'école, j'oserais même dire dès l'école maternelle. Et les études montrent qu'en la matière, beaucoup de chemin reste à réaliser, que nous n'allons pas nécessairement toujours dans le bon sens. Donc, à travers des partenariats conduits alors, avec le ministère de l'Éducation nationale et puis avec l'enseignement supérieur, nous sommes convaincus de pouvoir faire progresser la mixité dans tous les secteurs. L'administration doit être exemplaire, c'est ça. Et tous les autres corps d'État, puisqu'on parle de Bercy, donc les finances et l'économie, est-ce que c'est une méthode, une approche qui concerne toute la fonction publique ? C'est toute la fonction publique, effectivement, qui est déjà soumise à cette obligation de primo-nomination que nous évoquions. D'ici l'été, nous allons publier un index égalité professionnelle. Vous y êtes soumis aussi. On y sera soumis. Ouais. Voilà. Nous y serons soumis. Il sera légèrement adapté par rapport à l'index qui existe dans le secteur privé, dans la mesure où nous avons des outils un peu différents pour mesurer l'égalité professionnelle. Donc, progression des primo-nominations, création d'un index égalité, réduction des écarts salariaux entre les femmes et les hommes. Ça existe aussi dans l'administration. On aurait pu penser que ça n'existait pas, puisque c'est une grille, après tout. Alors, ça existe aussi, mais ils sont moins importants. Ouais. Ce qu'on constate, ce sont surtout des écarts de rémunération selon le corps auquel vous appartenez. Donc, on retrouve peut-être un peu moins la problématique à travail égal, salaire égal, que la nécessité de renforcer la mixité de certains secteurs, de certains corps. Bah oui. Je pense notamment aux filières scientifiques. Ah bah oui, ça concerne tous les secteurs d'activité. Lucile, oui. Vous buvez les paroles de Véronique, j'imagine. Totalement. C'est très plaisir de voir que l'État se montre exemplaire. Ouais. Et oui, mais de toute façon, je le disais, exemplarité. Et ça peut donner une sorte de signal à tout le marché, y compris aux entreprises. Ah ben, il faut, c'est important. Ouais. Écoutez, le signal, il va être donné en juin, c'est bien ça, Mathieu? On va parler de ces assises. Mais peut-être que Lucile peut nous reparler un petit peu d'International Women's Forum et justement, comment tu t'intègres par rapport aux propos de Véronique à l'instant pour embarquer aussi toutes les entreprises et institutions autres autour de tout ça? Bien sûr. Alors, International Women's Forum, c'est donc, l'acronyme est IWF, c'est un réseau international de femmes influentes qui est né dans les années 70 aux États-Unis, qui s'est étendu à travers le monde et qui milite pour
la parité dans le monde entier et également faire en sorte que les sportifs de haut niveau, et on en parlera aux Tout à l'heure. assises, puissent rebondir, voilà, parce qu'elles sont à la retraite très jeunes, donc on les aide à retrouver une vie active intéressante. Et il y a également beaucoup de philanthropie autour de l'accompagnement des hauts potentiels féminins qui n'ont pas toujours les moyens. Donc cette volonté de par le monde, de vouloir féminiser les instances de direction. Alors pourquoi les instances de direction? Parce qu'en verticalité, ces femmes-là vont aider, et on l'espère, toutes les femmes, et elles le feront, car aujourd'hui, il y a encore un vrai sujet sur la question. Il y a un progrès conséquent et notable observé, mais il y a encore beaucoup d'inégalités, dans les salaires, malgré l'index de Muriel Pénicaud. Et on sait, hier, on nous l'a dit, on nous a dit une chose importante, à savoir que lorsque les salaires seront vraiment à égalité, les charges sociales, donc, auront augmenté. Augmenter. Voilà. Ça financera Et- les retraites. Exactement. Ouais, accessoirement, ouais. Exactement, mais c'est pas rien comme sujet, surtout Bah oui, aujourd'hui. Hein. bah oui, c'est un sujet important. Mathieu? Oui, alors d'abord, merci à toutes et à tous de nous suivre en présentiel pour tous ceux qui ont réussi à braver la grève qui est un Ouais. petit peu compliquée aujourd'hui. On a plus de 150 C-level journalistes et institutionnels qui nous suivent à distance, que je salue, et qui vont pouvoir, lors de cette émission, découvrir les grandes lignes de ce qui a été préparé avec les équipes d'International Women's Forum pour ces assises de la parité 2023, qui effectivement, comme l'évoquait Véronique, va avoir lieu à Bercy, au ministère de l'économie et des finances, un endroit qui nous est cher chez EPOCA, puisqu'on a eu la chance d'organiser d'autres manifestations là-bas. Et donc, pour donner à toutes celles et ceux qui nous suivent un petit peu la vision de ce qui va se passer, hein, Véronique, je parle sous votre contrôle, mais vous mettez à disposition de l'association, le Centre Pierre Mendès France. Peut-être vous pouvez nous en dire un petit mot, hein. Ah, voilà, C'est très beau. Voilà. C'est très beau, voilà, c'est très beau, c'est grand. Parce que beaucoup de gens ne connaissent pas, donc je Bah, mais pense tout le monde que- ne peut pas rentrer dedans quand même. hein. Exactement, C'est donc on un aura paradoxe, l'occasion. hein, Voilà. faut- C'est vrai que pour y rentrer, il y a peut-être certaines règles de sécurité qui s'appliquent assez. confirme. Alors ça, vous assez avez raison naturellement. d'insister là-dessus. Et par avance, Venez on en va avance. s'excuser. Exactement, venez en avance. Et il y Voilà. aura des règles de sécurité extrêmement strictes qui seront évidemment à respecter. C'est bien la moindre des choses. C'est assez naturel s'agissant d'un ministère, n'est-ce pas? Donc effectivement, le centre. Plusieurs ministères d'ailleurs. Qui sont Plusieurs, les- oui. Je disais le ministère de l'économie et des finances. En réalité, nous sommes les ministères économiques et financiers. Nous sommes plusieurs. Donc effectivement, le centre PMF, comme on l'appelle chez nous. Vous Donc vous accueillera. aurez Je l'occasion de crois que découvrir vous tout aurez ça et l'occasion on de le vous partagera découvrir. un Voilà. petit film pour vous Absolument. présenter tout ça à la suite dans les semaines qui viennent. Alors juste pour rappeler à toutes les personnes qui nous suivent, ceux qui nous rejoignent et ceux qui ont envie de s'intégrer dans les assises de la parité, parce que c'est formidable de voir que les institutions, les entreprises, les administrations avancent ensemble sur le sujet. Ce qui a été créé par l'association il y a maintenant 5 ans, comme le disait Lucille, c'est tout un dispositif qu'on va décrypter avec Caroline en matière de table ronde, de live session, d'études, comme tu le disais tout à l'heure Gilbert, et je vous propose qu'on rentre un petit peu plus dans le détail. Ah bah oui, c'est Caro qui va nous donner les contenus. Donc les une thèmes. grande journée le 19 juin prochain à Bercy. Caroline, tu peux nous en dire plus ? Ce qui nous intéresse, en fait, c'est que cette journée, finalement, c'est une journée à la fois de rassemblement, de collectifs qui créent un mouvement, mais c'est aussi un centre d'intelligence formidable sur les questions de parité, parce que les questions de parité, il y a un consensus aujourd'hui. On est tous d'accord pour dire qu'on a envie d'aller plus loin, d'accélérer, etc. Et finalement, on bute tous collectivement autour de certains enjeux problématiques que l'on n'identifiait pas jusque-là. Donc c'est intéressant au cours de cette journée de rassembler et de croiser les regards, de croiser les expériences. Et c'est vraiment l'émulation qui se passe le jour des assises pour ceux qui l'ont vécu. Tout le monde en témoigne et tout le monde partage le fait que c'est une journée qui est transformative, que c'est une journée qui permet aussi Donnez-nous quelques exemples, d'aller Caroline, au-delà parce que- des objectifs qu'on s'était fixés. Donc la manière dont on imagine le programme, c'est pas qu'une question de faire en sorte que de grands acteurs et grands décideurs discutent ensemble autour de tables rondes. C'est aussi le dialogue entre ces tables rondes et ces prises de décision symboliques. Vous en avez parlé tout à l'heure, à quel point c'est important de s'engager autour d'objectifs, mais aussi tout de suite à travers des ateliers qu'on appelle des live sessions, des retours opérationnels concrets pour les équipes, les parties prenantes, les managers de proximité. Mais on va plus loin dans le cadre des assises de la parité, puisqu'on intègre également depuis maintenant un petit moment, on reviendra dans le détail, des études qui sont des référents, qui sont devenues des référents.
des référents pour les organisations, les DRH, mais aussi pour les médias, puisque certaines maintenant sont devenues un véritable observatoire qui est piloté par l'association International Women's Forum. Et en complément, on l'a dit, on est revenu dessus, on cherche à avoir des figures inspirantes, des rôles modèles, des dialogues paritaires, des retours d'expérience, puisque on veut faire la démonstration que c'est tout à fait possible d'atteindre ces objectifs. Quand on rentre dans le détail, tout petit peu, sur les tables rondes, donc on est vraiment au début du travail. Pour ceux qui ont l'habitude des assises, c'est vraiment la volonté d'une approche collective, collaborative, co-constructive. Donc on a davantage posé des problématiques et des sujets et des thèmes que généralement on affine dans le cadre du dialogue avec tous les participants des assises. On a quand même des petits focus et des petites innovations cette année parce qu'on a des choses... parce qu'on a des éléments vraiment très nouveaux, exceptionnels qui se passent dans la société, qu'on cherche à intégrer. Alors déjà, 2023, un an avant les JO, tout le monde en parle, donc le sport sera à l'honneur, on en a parlé. On sait que d'accueillir les JO à Paris, il y a une dimension très forte sur les questions de parité. Donc on va revenir dessus un peu plus tard dans la présentation. Le deuxième sujet, on en parle beaucoup, c'est la mutation de l'espace médiatique, les nouvelles attentes, les nouveaux codes des jeunes. Et là aussi, on va revenir dessus avec une table ronde exceptionnelle. C'est People, hein, vous avez vu un peu le casting, une table ronde exceptionnelle où on va chercher à faire la démonstration aussi de cette mutation et notamment la digitalisation de l'espace médiatique, les nouveaux usages, en quoi en fait ces facteurs d'accélération évidemment sur les sujets de parité, puisqu'on sait qu'ils sont réglementés, qu'ils ont un rôle clé et que cette réglementation évolue du fait des mutations des usages et aussi de la consommation, de la nouvelle consommation médiatique des jeunes. Je reviendrai après plus tard sur le focus jeune qui est très important. Deux autres grandes nouveautés. Cette année, nous serons à Lyon. Mathieu reviendra dans le détail, puisqu'on avait commencé un peu cette démarche à déployer sur les territoires l'an dernier. On va plus loin cette année et on est ravis vraiment de pouvoir poursuivre à Lyon, où on a aussi les membres du réseau qui sont très présents et très dynamiques. C'est où à Lyon? On sait encore le lieu où ça se Au cœur de Lyon, on va en parler un petit peu plus tard. Voilà. Et on va... Lucille est venue dessus. On a la chance de déployer ces assises dans le cadre du réseau International Women's Forum, qui par essence est un réseau international. Donc on va avoir une table ronde en anglais avec une dimension internationale. On a eu l'occasion en fait d'avoir les bénéfices. L'année dernière, on a eu l'UNESCO qui avait parrainé les assises et qui avait déployé les assises dans d'autres pays francophones. Donc, on a eu des retours internationaux sur l'intérêt pour les assises. On a reçu une délégation indienne à la suite des assises de la parité. Donc, c'était important pour nous aussi d'avoir cette dimension internationale cette année. Donc, on propose une table ronde uniquement en anglais, puisqu'on sait que dans de nombreux groupes, en fait, la question de la parité est gérée à un niveau souvent européen depuis que la présidence française a eu lieu. Il y a eu une évolution au niveau européen des questions de parité. Tu veux peut-être réagir là-dessus, Lucille? Oui, parce que maintenant, les quotas autour des conseils d'administration s'appliquent à toutes les sociétés cotées dans toute l'Europe. Donc la France a vraiment été inspirante et exemplaire, à tel point que ça s'étend aujourd'hui dans de très nombreux pays. Donc de façon très concrète, ces 12 tables rondes que vous voyez à l'écran, vous pouvez déjà vous projeter. Et comme le disait Caroline, évidemment, ce sera encore amené à évoluer. Hein. Là, on est dans une V1, puisqu'il y a une attente de toutes les entreprises et institutions déjà parties prenantes qui veulent se positionner sur les thématiques sur lesquelles vous avez envie de donner la parole à votre CEO ou à un membre du comité de direction chez vous qui va intervenir. Évidemment, ce sera ajusté jusqu'au kick-off du 20 avril prochain dont on parlera tout à l'heure. Mais d'ores et déjà, on voulait vous donner une visibilité un peu globale. Peut-être que je peux revenir, Mathieu. Ce qu'on a essayé de faire, c'est vraiment d'être au cœur des enjeux
des entreprises avec qui on travaille, tout simplement. Hein. Nombreux nous parlent notamment de la mutation du monde du travail, le fait que la numérisation de nos métiers, les nouveaux métiers, etc. On sait qu'il y a des gaps aujourd'hui, il y a des gaps dans les filières, puisqu'il y a de nombreuses écoles, on va y revenir, qui sont partenaires des assises. Donc un focus particulier, une attention particulière sur les nouveaux métiers qui déjà font preuve d'un gros décalage et un gros décalage dans l'attractivité pour les femmes. On parle beaucoup de métiers en tension aussi, sur lesquels on sait qu'il y a un réservoir féminin qui est là. Les femmes n'osent pas. Alors, on parlait tout à l'heure des douaniers, des douanières, mais on peut parler notamment dans les métiers de la sécurité, les métiers de transport, de la mobilité, l'ingénierie, énormément, où on sait qu'on manque que de profils féminins. Donc, il y a. Je ne vais pas revenir aussi sur le métier de la construction. Enfin, il y a beaucoup de secteurs d'activité où on ressent on a une tension sur le marché du travail, où on sait exactement, que les femmes ont toute leur place dans ces secteurs d'activité et trop souvent elles n'osent pas. On est revenu aussi sur des thématiques qui sont importantes et qui sont clés autour de l'entrepreneuriat et les projets entrepreneuriaux, et notamment les enjeux de croissance des organisations et des entreprises, puisqu'on sait qu'il y a des enjeux de financement de l'entrepreneuriat. Tu voulais intervenir? Non, j'écoute, je bois tes paroles, Caroline. Je bois vos paroles, pardonnez-moi, Caroline. On a pas mal de choses, parce que donc on a pas c'est mal de tellement choses et dense. c'est C'est très important que tu complet. soulèves, Caroline, parce que sur l'entrepreneuriat, les femmes ne lèvent pas suffisamment d'argent, alors que celles qui réussissent à en lever ont des résultats exceptionnels. Donc on ne comprend De pas toute façon, il n'y a pourquoi pas les assez de fonds... start-upeuses par rapport aux Non, mais start-upers. quand il y en a, elles ont beaucoup Oui. de difficultés à lever de l'argent. Bien Donc sûr, là mais aussi, on va... statistiquement, on pourrait les inciter un peu plus. Ça fait transition toute naturelle. Je t'en remercie, Lucille, avec C'est les comme ça, tout live ça, c'est en sessions. direct, Avec les live sessions et les ateliers. Donc, ce qui est un peu dans l'âme des assises, comme je le disais depuis le début, c'est de mettre en avant les enjeux, la mobilisation, les objectifs et les ambitions des dirigeants d'un côté, mais aussi d'apporter tout de suite des réponses et de partager ce retour d'expérience, les bénéfices aussi des programmes qui ont réussi dans certaines organisations pour les déployer dans d'autres, etc. Et c'est tout ce qui se passe dans les live sessions. Donc, on a des thématiques qui sont à la fois des thématiques donc, sur l'investissement, notamment, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas assez de femmes non plus investisseuses, alors qu'on sait qu'elles sont en capacité et qu'il y a du potentiel. Donc, on cherche aussi à faire progresser ces éléments-là. On va parler de l'autonomie financière. On a beaucoup parlé de l'enjeu des salaires, mais aussi des retraites et du décalage tout au long de la vie pour les profils féminins, donc les retours sur la parité. D'autres sujets que l'on retrouve un peu tous les ans, évidemment, parce que c'est très performant. Il y a de nombreuses attentes concernant notamment, par exemple, l'équilibre. Avec le télétravail, on sait qu'il y a des enjeux spécifiques dans l'organisation et dans la capacité des femmes à vouloir oser aller plus loin dans leur carrière. À titre d'exemple, et on va avoir une attention particulière cette année sur la santé des femmes. On avait commencé à aborder la thématique l'an dernier, puisqu'en fait, pour qu'il y ait un continuum aussi d'une société plus inclusive et d'entreprises plus inclusives sur l'accompagnement. Donc il y a des programmes qui performent aujourd'hui en France et on va aussi les valoriser. Ça reboucle avec ce que vous disiez, Véronique. Au fond, il faut remonter très en amont pour générer ces nouvelles générations. C'est ça un peu qu'on va mettre en avant aussi dans tout ce qui était dit. Il faut remonter très en amont. C'est la raison pour laquelle on a souhaité collaborer avec le ministère de l'Éducation nationale sur ces sujets. Faire appel à des chercheurs qui nous ont appris beaucoup de choses sur les représentations stéréotypées, les lycéennes, les lycéens qui finalement voient leur vision encore plus stéréotypée à la fin de leurs études secondaires. Donc ça interroge beaucoup parce qu'on aurait pu penser que nous allions dans le bon sens, que ça évolue dans le bon sens. Et donc ça signifie qu'en tant qu'employeur, il faut aller vers eux, il faut aller vers elles pour montrer ce qui est possible. Donner des exemples inspirants, rôles modèles, inspirants, des exemples inspirants de femmes qui sont allées travailler dans des secteurs, qui ont pris des responsabilités dans des secteurs
que des jeunes filles n'auraient pas imaginé. Oui. Lucille, c'est le temps long. Hein. On est dans le temps long hein, pour changer les choses parce que Oui. s'il faut aller très très haut dans les petites classes quasiment, hein, le déterminisme. Le lycée, Mais ouais, j'ai ouais. envie de dire les parents Et les parents. avant Et les les petites. profs et les enseignants. Bien sûr. Tout le monde, très tant que le monde en important. prend Tout pour le son monde grade en réalité. exactement. Tout le monde a un rôle important à jouer. Et nous aussi, je Ouais. crois, parce qu'on pense parfois avoir bien intégré ce nouveau modèle paritaire, et puis quand on gratte un peu, quand on fait des petits tests, on voit que parfois... Ah bon, on il porte reste nous-mêmes encore, notre héritage, hein, qu'est-ce que vous absolument, voulez. il reste encore des efforts à réaliser. Et Lucie, le temps long, je disais, c'est-à-dire que à chaque année, on progresse et chaque année, il faut encore continuer. Et j'allais dire, c'est infini, j'ai presque envie de dire, puisqu'il faut continuer sans cesse. Ben, la victoire arrivera le jour où on n'aura plus On besoin n'aura de plus besoin de faire continuer. ses assises. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, Mathieu, on continue. Exactement, 12 tables rondes, 10 live sessions, ça vous permet déjà de commencer à vous projeter. Comme le disait Caroline, tout ça va être ajusté ensemble et collectivement dans les jours qui viennent pour préparer au mieux le 19 juin prochain. Mais c'est aussi des études exclusives, Caroline Voilà. l'évoquait en introduction. Tu peux peut-être nous rebalayer les premières réflexions qui ont été menées sur le sujet. Et puis je crois qu'on va en avoir 3 qui vont être présentées un petit peu plus en détail. 3, même 4. Formidable. Mais tout ça est fait en live, hein, attention. Parce qu'évidemment, ça évolue tout le temps. Ces assises, on les prépare actuellement en live sous vos yeux. Caroline, quelles sont ces études exclusives, hein, on peut le dire quand même? Ah ben oui, parce qu'on est en train de les co-construire et de mettre à plat les méthodologies. Donc ce qui nous intéresse dans les études, c'est de nourrir aussi les débats. On va davantage orienter cet élément-là cette année, notamment avec l'étude Kantar qui est en place depuis sa 3e année. Donc on commence à avoir du recul aussi. Tu parlais de temps long tout à l'heure. L'année dernière, on était sur la thématique de l'accélération de l'atteinte des objectifs. On sait qu'il y a eu des évolutions réglementaires, mais au-delà de l'accélération, ce qu'on cherche, c'est avoir des résultats durables dans le temps. C'est pour ça qu'on bascule sur des sujets de transformation cette année. Il faut transformer toute la chaîne de valeur, voilà, exactement. Donc, avec l'étude qui est développée avec Kantar et qui a une dimension observatoire de la parité, on va notamment travailler sur les trajectoires de carrière, ce qui nous intéresse parce qu'on sait qu'il y a des enjeux qui sont liés tout simplement aussi encore à la maternité, mais aussi aux fins de carrière chez les femmes qui jouent un rôle plus important dans le rôle d'aidant, par exemple, etc., qui impactent les choix de carrière et aussi la partie montant des salaires. Et avec le débat sur les retraites qui est au cœur de l'actualité, c'était important aussi de l'intégrer dans le cadre des assises. C'était un point important. Et dans les évolutions des métiers aussi, c'est important. On a beaucoup parlé entrepreneuriat. Donc ça, c'est vraiment tout ce qui sera analysé avec Kantar dans une étude auprès d'un panel représentatif des Français. Année, hein, on peut le dire. Exactement, 3e année. Avec l'EDEC, 2e année, l'année dernière, on avait travaillé sur le congé paternité, tous ensemble, collectivement. Il y avait une étude aussi, une C'est- chercheuse de l'EDEC qui était venue nous présenter. Exactement. Donc là, elle est là et on va l'entendre très vite tout à l'heure. Elle travaille et on va continuer à travailler ensemble. Je vous ai parlé tout à l'heure, petit focus sur la mutation de l'espace médiatique et les nouvelles générations qui ont notre rapport aux médias. Et donc, il y a des nouvelles figures et des nouveaux rôles inspirants qui sont là et qui impactent aussi ces questions de parité. Et donc, on va travailler sur le jeu vidéo et la représentation de la femme dans le jeu vidéo. Donc, on va revenir dessus grâce aux travaux conduits par ces chercheurs à l'EDEC. On a parlé tout à l'heure de certaines filières ou de certains enjeux et on va revenir dessus parce qu'ils sont en direct autour d'une étude sur la figure de l'ingénieur avec Centrale Supélec qui est partenaire depuis 3 ans des assises et qui travaillait jusque-là sur la performance financière de la parité. Avec l'APEC, on va avoir un focus sur les écarts de salaire, notamment sur le profil des cadres, évidemment. Et enfin, une dernière étude, grâce à un partenariat noué par International Women's Forum, autour de la place des femmes dans les COMEX et les CAC 40. Ce que je vous propose, c'est peut-être qu'on les puisse avoir... On va en découvrir 3, mais juste une petite remarque, Caroline, juste avant. L'intérêt d'abord pour tous les médias qui nous suivent aujourd'hui et qui découvrent un petit peu le programme, c'est forcément des sujets qu'on peut traiter avec vous un petit peu en exclusivité ou
spécifiquement. C'est des sujets qui sont évidemment partageables très largement, et aussi un retour d'expérience qu'on peut avoir au sein des entreprises et des institutions parties prenantes des assises de la parité depuis maintenant 5 ans et depuis la création. C'est que tous ces éléments-là, c'est des éléments qui vivent au sein des entreprises, qui sont intégrés dans les dispositifs de formation de vos collaborateurs. Donc ça, c'est des choses qui sont tout à fait possibles. Donc c'est très intéressant, et je vous propose de découvrir les 3 premières études avant de revenir en plateau. Allez, on regarde, Caroline. Vous lancez les vidéos, parce que allez, on regarde la caméra, elle est là, tiens. Alors, on lance le film, Caroline. Bon, on lance alors, allez-y. Allez-y. Agère Jemel, professeure et directrice de la chaire Diversité et Inclusion à l'EDEC, après avoir présenté aux Assises de la parité l'année dernière une étude sur le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, reconnu par 80% des répondants comme un vrai levier de l'égalité entre les femmes et les hommes et nécessitant d'être renforcé selon 90% d'entre eux. Cette année, nous allons présenter notre nouvelle étude sur les représentations des personnages féminins dans les jeux vidéo, qui est devenu le premier produit culturel en termes d'audience et qui n'échappe malheureusement pas aux stéréotypes de genre. Notre objectif est de comprendre l'influence de cette représentation dans la narration des jeux vidéo sur la société et sur le monde professionnel. Parce que l'égalité femmes-hommes est un sujet important à l'EDEC, il fait partie de notre ambition à faire progresser l'inclusion et l'équité en les mettant au cœur de notre recherche, enseignement et pratique. Je suis donc Guy Le Péchon. Depuis l'automne 2010, où j'ai présenté au Sénat en audition publique les premières statistiques sur les pourcentages de femmes et d'hommes dans les conseils d'administration, ceci pour 400 entreprises cotées sur Euronext, j'ai continué et aujourd'hui je me limite au CAC 40 et je pense que c'est une bonne formule pour avoir des faits précis pour combattre les préjugés, toutes les raisons que l'on connaît qui limitent l'accès des femmes à des postes dirigeants. Au niveau des assises de la parité, j'aurai le plaisir de présenter les résultats de l'étude que je vais maintenant mener sur les rapports annuels des sociétés du CAC 40 pour l'exercice 2022. Je présenterai 2 rubriques, les conseils d'administration et conseils de surveillance, en particulier avec des détails sur les profils des administratrices et par ailleurs sur les COMEX-CODIR qui sont là touchés par la loi Rixain. Je présenterai des éléments sur les hommes et les femmes et en particulier les postes qui sont occupés par l'un et par l'autre. Bonjour, je suis Marilyn Guillaume, directrice des connaissances chez Kantar Insight. Je suis ravie de vous retrouver pour la 3e édition des Assises de la parité, un partenariat qui souligne une nouvelle fois l'implication de Kantar Insight en faveur de la parité. Cette année encore, j'aurai le plaisir de vous révéler des enseignements issus d'une étude inédite menée par Kantar pour les Assises de la parité auprès d'un panel de 1000 Françaises et Français représentatifs. Ces résultats seront l'occasion d'éclairer les tables rondes et de faire le point sur les perceptions des Françaises et des Français en matière de parité. Je vous dis à très bientôt aux Assises de la parité. Voilà, retour plateau. Merci à tous ces experts qui vont nous proposer des chiffres exclusifs, évidemment, sur la parité, un sujet ô combien important. D'ailleurs, on est là pour en parler. Stanislas Gagé, le directeur de la communication de Centrale Supélec, on en a parlé de votre école. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors ravi d'être présent pour cette nouvelle année aux Assises de la parité. Oui. Caroline, ça fait 3 ans maintenant. Et Centrale s'est engagé sur ce thème, on le sait. Évidemment, on aimerait qu'il y ait plus d'ingénieuses ou d'ingénieurs avec un E, mais elles vont y venir, en tout cas vous y contribuez. Exactement, et donc du coup, ça tombe bien, transition parfaite. J'ai prévu une petite slide, donc vous pouvez voir, où justement on va s'intéresser à comment et pourquoi encourager les femmes dans des carrières d'ingénieurs. Donc on sait qu'aujourd'hui, on a malheureusement trop peu de femmes qui viennent en études d'ingénieurs, en études scientifiques en général, mais surtout en études d'ingénieurs. Et donc on se pose des questions sur finalement quelles sont ces appréhensions et comment on va traiter au cours du parcours les évolutions qu'il peut y avoir et surtout au niveau avant de rentrer dans les études scientifiques, finalement quels sont leurs drivers et en quelle qualité elles ont et quels sont les freins justement pour aller vers ce choix des études d'ingénieurs. On sait aujourd'hui que typiquement il y a des qualités qui sont attendues en fonction de l'entreprise également.
Donc là, on va mettre à contribution des entreprises justement pour répondre un peu à ces questions. C'est-à-dire qu'on sait que le monde socio-économique cherche à recruter des femmes ingénieures, des femmes scientifiques, des femmes à haut potentiel, et c'est une très belle chose. Mais pourquoi finalement et quelles sont les qualités qui sont recherchées pour qu'on puisse les faire matcher avec les qualités apparentes qui appartiennent à chacune et à chacune d'entre elles, à chacun et chacune d'entre elles. Voilà, donc on a proposé 3 volets sur cette étude et on sera ravis de vous partager les résultats à l'occasion des assises de la parité le 19 juin. Bah, on vous attend de manière impatiemment, si je puis dire. Cette étude, c'est la première édition. C'est la première édition. C'est la première édition. On travaille ensemble du coup et on va continuer à travailler ensemble pour notamment sur la méthodologie. Ce qui nous intéresse, et vous le remarquerez cette année, c'est qu'à chaque fois, on cherche à avoir des études qui permettent aussi d'installer un débat derrière et qu'on va mieux intégrer dans le cadre du programme, puisqu'on a la chance d'avoir pris un peu d'avance. Donc on pourra partager aussi certains résultats en amont avec les partenaires des assises pour qu'ils puissent aussi rebondir dans le cadre de leur intervention en table ronde. Et Stanislas, je me permets de saluer l'initiative de Centrale sur les violences sexistes et sexuelles. Vous avez fait un travail énorme d'études, de suivi et d'aménagement pour des situations compliquées. Et ça, c'est vraiment essentiel dans les écoles. Et bravo, j'en profite, puisque c'est l'occasion de célébrer ces combats qu'on a encore à mener. On a fini avec Stanislas ? Tout à fait, on a fini avec les études. Vous avez fini. Merci beaucoup, Stanislas. À bientôt. Merci beaucoup. Au revoir. On continue avec Lyon. Exactement, Caroline en parlait tout à l'heure, le fait d'être au cœur des territoires, le fait de permettre à chacune et à chacun d'assister aux assises de la parité et de ne pas être uniquement, même si on aura un espace extraordinaire à Paris et qu'on vous incite à venir évidemment nombreuses et nombreux, un relais digital très fort. Pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, c'était près de 9000 décideurs qui ont contribué directement sur les réseaux sociaux, en présentiel, en digital, aux assises de la parité. Et je suis sûr qu'ensemble, collectivement, on va faire beaucoup mieux cette année. Mais c'est d'être aussi au cœur des territoires, à Lyon. Un grand merci aux équipes de la Caisse d'épargne qui vont accueillir ces assises de la parité 2023 dans des espaces que vous découvrez à l'écran assez extraordinaires avec une vue plongeante sur Lyon. La façon dont ça va se passer, ça aura lieu de 12h30 à 15h à peu près, avec un moment aussi de networking, d'échange, de rencontres entre les grands décideurs du territoire lyonnais sur place, évidemment entreprises, institutions, médias qui seront présents à cette occasion-là. Je serai présent d'ailleurs à Lyon pour coordonner ça la semaine prochaine avec les différentes équipes qui vont s'impliquer sur place. On a déjà beaucoup de demandes d'entreprises qui veulent se mobiliser sur Lyon pour être présentes sur cette table ronde lyonnaise. J'espère que l'année prochaine, on pourra faire encore plus évidemment et encore mieux. Et à la suite de cette table ronde qui aura lieu de 14h à 15h sur les innovations sur les territoires qui doivent permettre d'accélérer la parité, on aura évidemment la présentation du tremplin start-up qu'on découvrira tout à l'heure avec Marc et Martine. Wyatt et Martine, Véronique, voilà, même les locaux à Lyon sont presque aussi jolis que Bercy. On est impatient de vous retrouver, on est impatient. Les ministres seront là. Vous avez fait passer l'info en tout cas. On compte sur vous, Lucille. C'est que des bonnes nouvelles. C'est une très bonne nouvelle et je suis ravie qu'on puisse mettre la lumière sur Lyon où il y a un chapitre IWF. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, IWF, c'est un réseau international, mais au sein des pays, il y a des chapitres, surtout dans des pays aussi grands que les États-Unis ou le Canada. Et en France, qui est un petit pays, on s'étend également en région. Nous avons commencé par Lyon et nous espérons bien avoir d'autres grandes villes de France à très court terme. Petit pays, mais grand par l'ambition, la France. Mathieu, vidéo pour découvrir la réalité de ce que sont les assises de la parité pour ceux qui connaissent pas encore. Et puis on enchaîne tout à l'heure avec exactement et on continue tremplin start-up, les jeunes, etc., etc. Merci beaucoup mesdames, merci beaucoup. Merci. Il est essentiel de rassembler des femmes et des hommes pour obtenir une parité essentielle. Et toute cette co-construction avec des grands groupes, des ETI, des entrepreneurs et d'une richesse incroyable. C'est aujourd'hui un rassemblement inscrit dans la diversité, dans la parité, et je suis ravie.
Ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un combat de quelques-unes contre quelques-uns. Il n'oppose pas les femmes aux hommes, ni une génération à une autre. Il est un projet de société. Nous avons fait beaucoup de progrès pendant les dernières 20 années, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut accompagner la loi pour changer les comportements et les mentalités. Les femmes composent 52% de notre population. Elles ont du talent, elles sont diplômées, elles sont capables, elles sont compétentes. Elles ont juste besoin d'opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel. Une loi de parité, elle porte son nom. C'est une loi d'équité, c'est une loi de justice, une loi de conception sociétale pour faire en sorte qu'on soit dans une société équilibrée, respectueuse de chacune et de chacun. L'intérêt d'organisations et d'événements comme les Assises de la parité, c'est de mettre de nombreux acteurs autour de la table. Ensemble, nous pourrons véritablement accélérer la transition et le mouvement. C'est devenu le lieu où nous allons évoquer de très nombreux sujets liés aux causes féminines dans le monde de l'entreprise. Il y aura ensuite un concours de start-upeuses pour aider les gagnantes à performer. Aujourd'hui, remise des prix, les 5 startups qui ont été choisies par le jury, mais également par le public qui nous regarde, pour essayer de propulser et de faire pousser nos startups et scale-up et d'aider nos femmes fondatrices d'aller plus loin. Les Assises de la parité ont un rôle à jouer, notamment dans un objectif de visibilité et d'exemplarité d'entreprises dirigées et fondées par des femmes. On a besoin de rôle modèles en fait dans cet écosystème start-up très masculin. On était aussi en recherche de réseau et d'expérience, donc on est ravis de ce prix qui va nous apporter de l'expertise et de l'accompagnement. Voilà, retour plateau pour cette deuxième session d'émission consacrée aux Assises de la parité 2023 avec de nouveaux invités. À ma gauche, c'est la vice-présidente de l'International Women's Forum et surtout la future présidente de ce mouvement juste après les Assises, Sandra Esquiva-Hess. Bienvenue. Merci. Merci. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu de tout ce qui a été dit ? C'est quand même plein d'ambition et vous partez avec de très bonnes bases, si je puis dire. Oui, on est gâtés, on est bien entourés. Un grand merci au ministère de l'économie et des finances de nous accueillir. Un grand merci à EPOCA qui, à chaque année, grâce à vous, on transforme l'essai. Le thème est merveilleux. Il nous offre beaucoup de potentiel et répond à un besoin. Aujourd'hui, on échange avec beaucoup des partenaires et les partenaires ne sont pas uniquement des entreprises qui ont réussi ce challenge de la diversité. Ce sont aussi des entreprises et des sponsors qui se posent des questions. Donc, on est dans la bienveillance. Ouais. On n'est pas là pour se juger les uns les autres. On est plutôt là pour co-construire, partager les retours d'expérience. Les retours d'expérience positifs de certains ou négatifs aussi peuvent aider les uns les autres. Et on se rend compte que finalement, il y a certaines prises de conscience qui sont encore nécessaires. Vous êtes positive, hein. Vous êtes... oui, bien sûr. Parce que de toute façon, c'est un mouvement qui est inéluctable. On peut se dire que l'issue, on la connaît. Hein. Mais c'est un enjeu de bonheur. Ouais. C'est un enjeu de bonheur collectif. Donc, bien sûr, je suis positive. Je suis positive pour nous tous. Et Marc Wyatt est à ma droite. Lui a parlé entrepreneuriat. Hello Marc, on partage la passion du sport tous les deux, mais vous verrez, il y a des sportifs de haut niveau. Une sportive de haut niveau qui parlera. Bonjour Marc. Good morning. Hello. Good morning. Et Martine Iskirou. Alors... Martine, vous la connaissez, Martine? Bien sûr. Incontournable, notre Martine nationale. Et comme journaliste, on la connaît aussi. Alors, elle est dans le mouvement depuis longtemps, Martine, et vous êtes très sensible. L'entrepreneuriat au féminin, c'est quelque chose qui vous concerne de près. Et vous pilotez le tremplin start-up qui aura lieu lors de ces assises. Je le copilote plus exactement avec Marc et Caroline, évidemment, et tout IWF qui est avec nous. Alors, oui, on est très sensible au sujet de l'entrepreneuriat féminin, particulièrement cette année avec ce thème de transformation au pluriel, parce que si la société française se transforme, c'est d'abord par le dynamisme de son entrepreneuriat.
Je voudrais vous donner juste quelques chiffres. Je ne veux pas vous assommer de trop de chiffres, mais quand même. Il y a 1 million de créations d'entreprises par an en France. 40% créées par des femmes. Dans cet énorme lot, c'est beaucoup des micro-entreprises, il n'y a qu'une 20 000 start-up au sens réel du terme, c'est-à-dire des entreprises innovantes, disruptives, qui visent l'hypercroissance. Et sur ces 20 000 entreprises, nous avons 22% de femmes. Et sur ces 22% de femmes, nous n'aurons que 1,1% seulement qui vont lever des fonds. Donc il faut mesurer le gap, je parle anglais parce que Marc est là, il faut mesurer l'écart prodigieux qu'il y a entre ce dynamisme des femmes dans l'entrepreneuriat et le fait que les financements ne suivent pas, ne sont pas là. Donc nous, modestement, on veut apporter notre pierre. On a créé, il y a 3 ans, le tremplin Start-up avec EPOCA et IWF. On en est donc à notre 3e édition. L'année dernière, on a eu 150 dossiers, très beaux dossiers de candidates qui font un joli chemin aujourd'hui. Répartis sur 3 catégories, nous avons eu donc 5 gagnantes, plus un coup de cœur. Et je pense Marc pourra en parler tout à l'heure. Ce sont des entreprises tout à fait remarquables. Juste pour terminer sur un point positif. C'est ça avec Martine, hein, c'est toujours quelque chose en plus. Allez-y, je vous écoute. Un tout petit point positif, c'est que le Next 40, le Next 120, qui est le label prestigieux de la French Tech en France, qui prépare, c'est l'écurie des licornes pour aller vite. Pour la première fois, nous avons 15 femmes fondatrices ou cofondatrices. Ça peut vous sembler pas beaucoup, mais on n'en avait pratiquement pas il y a 3 ans. Ouais. Voilà, donc on progresse. On progresse. Marc, alors votre point de vue, alors vous êtes dans un grand cabinet, on peut dire le grand cabinet, on peut le dire. Bien sûr, chez KPMG. Voilà, et vous avez copiloté, pardonnez-moi Marc, je ne vous avais pas ignoré, je savais que vous étiez aux manettes, mais alors juste un mot sur ce sujet de l'entrepreneuriat au féminin. Je fais le même constat, pas uniquement en France, mais au niveau international. Si on regarde les levées de fonds, je pense en France, plus que 85% des fonds sont dirigés vers les hommes fondateurs. Que 15% de levées sont des startups fondées ou cofondées par les femmes. On est en progression, c'est bon signe, mais pour atteindre la parité, il faut attendre 2050 ou 60. Les femmes lèvent 4 fois moins que les hommes, mais elles ont plus de chances de faire des levées si associées avec un homme. Donc il faut vraiment qu'on travaille ce sujet à la fois sur les startups, mais également pour les investisseurs, parce qu'on constate au niveau international que 15% de l'argent vient des femmes aussi. Donc c'est aussi des femmes dans le monde de finance. Et je constate également dans mon métier, qui est pas le métier le plus attractif, apparemment pour les femmes, parce que moi aussi, et j'écoutais Madame Groner, on a la même problématique, attirer les femmes dans ce monde. Donc moi, je suis très attaché, j'ai rencontré beaucoup de startups pilotées par les femmes l'année dernière, et j'ai hâte de rencontrer les candidats de cette année. Mais vous pouvez déjà rencontrer la lauréate de l'année dernière. Lucille, vous êtes là, Lucie Derly de la société Arteria. Alors, je dis 2 phrases pour expliquer ce que vous faites, parce que, évidemment, je n'y connais absolument rien, sauf que je connais bien Caen, puisque j'y ai vécu. Donc, on a quelque chose en commun. C'est une détection artérielle est réalisée toutes les 3 secondes en France. Ce geste médical, pourtant anodin, fait souffrir des millions de Français au moment du prélèvement artériel. Arteria, du coup, votre société, propose une solution efficiente avec son dispositif Blood Up. C'est tout ce que je peux dire sur ce que vous faites. Bravo Lucille pour le Grand Prix l'année dernière. Alors, what's next? Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an? Bonjour à tous, je suis très contente d'être là. Du coup, depuis l'année dernière, alors nous, on est sur un dispositif médical pour aider à la détection des artères, vous l'avez très bien dit. Et ben depuis, on parlait notamment de levée de fonds et de femmes à la tête d'une entreprise dans la tech qui cherchent des fonds. Et ben grâce aux assises de la parité, on a pu accroître notre réseau et se faire connaître. On est accompagné sur ces enjeux financiers par KPMG. Et ce lien-là, on l'a eu grâce aux assises qui nous aident justement à aller chercher de l'argent pour aider la société à continuer de se développer, parce que l'objectif qui arrive très prochainement, c'est de lancer en test clinique notre produit d'ici les 6 prochaines semaines.
Est-ce que vous ressentez cette difficulté quand on est une femme entrepreneuse sur un secteur très technologique, hein, très technique, la difficulté d'aller chercher ses fonds, même si vous êtes accompagné par les meilleurs, est-ce que c'est compliqué, vous l'avez senti? Alors, en toute transparence, c'est pas simple. Clairement pas. Je suis une femme, donc je ne fais face qu'à une levée à mon échelle. Je ne sais pas ce que c'est pour une autre start-up qui serait dirigée par des hommes, mais c'est vrai que c'est pas facile. La conjecture aide pas non plus. La conjecture actuelle est pas forcément favorisante. Après, on est dans la santé, donc c'est un secteur qui est porteur. En effet, je suis bien accompagnée. Donc, les gens que je rencontre sont sensibles à aider des startups dans la deep tech dirigées par des femmes. Donc, une fois que les rendez-vous se font, c'est prometteur. Mais avoir les rendez-vous, ça peut être un petit peu complexe, oui. Sandra, vous voulez dire quelque chose? Oui, vous cherchez à lever combien? Bravo et félicitations d'ailleurs. Profitez. Quel montant vous souhaitez lever? Combien, Lucille? Voilà, les femmes, elles ne se mettent pas en avant. Hein. Alors, on cherche à lever 3,5 millions, ce qui va nous permettre de mener notre prototype à l'échelle de l'industrialisation et de la vente. On est dans le médical, c'est complexe, ça coûte cher, ça prend du temps. Et donc, ça va nous aider à tenir jusque les premières tractions commerciales en 2025. Mathieu, un mot? Très bien, bravo. En tout cas, on est ravis de voir que ça apporte des résultats concrets. Marc, est-ce que tu peux nous présenter un petit peu au regard de ce qui s'est passé l'année dernière et des retours des différentes startups et scale-up qui ont pu participer? Parce qu'il y a une petite réorganisation des catégories cette année pour pouvoir optimiser ça. Un petit mot, Bien sûr. parce que c'est un très bel exemple. Parce que même si on parle de problématiques de levée de fonds, ce qu'on constate également, les femmes sont très rigoureuses dans la gestion. Et ça, c'est les études qui montrent que les femmes respectent le business plan avec le progression. Et Lucie, c'est un très bon exemple de ce qu'elle a fait dans le roadmap depuis 12 mois. Donc, j'encourage les gens qui sont business angel investisseurs de contacter Lucie. Lucille, je crois que vous devez être libre à 10h, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Juste un dernier mot avant de passer la parole à Marc. Vous êtes optimiste et c'est quoi votre échéance, vos principaux rendez-vous dans les mois, dans les années à venir? Alors, optimiste, oui, je le suis, parce qu'il faut toujours l'être. Et de toute façon, si le dirigeant de la start-up ne l'est pas, qui peut l'être? Donc, on l'est toujours. Les prochains horizons, c'est l'objectif de la réussite de cette levée de fonds pour pouvoir parvenir à terminer nos tests cliniques et être sur le marché en 2025. Donc, c'est des beaux challenges. Et j'ai une belle équipe, et notamment sur les assises de la parité, ce qui est important, c'est que j'ai une belle équipe qui est également paritaire et féminine dans un sujet qui est très technique et médical. Donc, c'est une grande fierté que je porte, et on va relever tous ensemble. Allez, Caen, merci beaucoup. On est entre canets, on peut se parler. À très bientôt, Lucie, et bon vent. Hein. Marc, pardonnez-moi. Oui, et les startups gérées par les femmes croît plus rapidement que celles gérées par les hommes. Oui, il y a un potentiel en même temps. Pourquoi on n'investit pas plus? Oui. Il y a un potentiel en plus, parce qu'on est très loin du compte de la parité. Les prix? Exactement. Comment ça va se passer cette année? Cette année, tous les prix sont en anglais. ça vous arrange. Oui. Premier prix, le prix Bootstrap. Bootstrap, bon, je ne vais pas faire une petite leçon anglais-français, mais vous allez chercher l'origine, ce sont des mots français. Bootstrap, ça veut dire se lever tout seul en tirant par le petit languette derrière le chaussure pour se lever tout seul. Donc, on va compenser le start-up qui finance sur ses fonds propres son levée de fonds. C'est un vrai exploit. Donc, ça mérite un prix spécial cette année pour les sociétés qui autofinancent en ce moment. Et il y en a de plus en plus. Oui, tout à fait. Oui, quand on est confronté à des difficultés, après tout, Oui, on se dit je me débrouille tout seul et je n'ai pas besoin des autres. On continue, les autres prix? Bootstrap. C'est Bootstrap. Deuxième, c'est Seed pour le jeune pousse. Les graines, oui. Important, c'est ce que je constate de faire le premier levée de fonds, les premières années, un peu comme Lucille, trouver les business angels. Il y en a en France. Et les business angels sont plutôt bienveillants, organisés par secteur d'activité. Donc, lever entre quelques centaines de milliers jusqu'à 1 million, ça marche plutôt bien.
Ensuite, il y a la prochaine étape qui est très difficile. Entrer dans le monde de levée de fonds institutionnel, ce que l'on est en train de faire, plusieurs millions d'euros, est plus compliqué. Et c'est là où les startups pilotées par les femmes, elles ont besoin de l'aide. Et cet prix, SEED, va compenser, donner la visibilité pour aider cette deuxième partie. Un mot pour être précis, 3,5 millions, c'est beaucoup ou pas beaucoup? Parce qu'en fait, c'est un chiffre, mais on ne se rend pas bien compte. Est-ce qu'il y a... C'est le passage à vide. J'ai créé l'entreprise, j'ai levé quelques centaines et ensuite je vais m'adresser aux institutionnels, aux professionnels. Je ne suis pas avec les personnes physiques, avec les amis, je suis avec les institutionnels. Et là, c'est un autre jeu. Si on traverse cette désert de quelques millions d'euros, là on passe sur 5, 10 et normalement, si on continue à croître, c'est un peu plus facile parce qu'on a plus de visibilité et souvent on est passé au niveau international. Ouais. C'est de la série A, B, C. En gros, vous dites c'est facile d'avoir 100 000 ou 10 millions, et entre les deux, c'est compliqué, hein, c'est ça. On continue, pardon, parce que on était à seeds, les graines. Ensuite, deuxième mot d'anglais pour la matinée, ça va être difficile, apprentissage. Break-even. Break-even, on va une récompense pour une start-up qui atteint ou qui se rapproche de la rentabilité. Pourquoi choisir cette catégorie? Parce que les temps changent. C'est un peu plus compliqué depuis un an de faire les levées de fonds. Donc, il faut réfléchir à la fois sur son produit, la croissance, mais aussi un investisseur veut savoir à un moment donné qu'on va gagner de l'argent pour rembourser la dette, pour créer le rendement. Donc, il ne faut pas oublier cette problématique de rentabilité. Qui va faire en sorte qu'on sera capable d'attirer des investisseurs et continuer sans focuser, parce qu'on a les belles entreprises qui ont fait plusieurs levées de fonds et ensuite, il n'y a plus de carburant dans le réservoir. Et on sait en ce moment, il faut avoir le réservoir plein. Oui, il faut mieux voyager plein. Et le dernier, c'est le for good. En quatrième, en anglais, for good. Oui, et ça c'est important. Et ça aussi, les temps changent. Les jeunes qui rentrent en entreprise, les gens qui travaillent pour les startups, ils ont besoin de savoir pourquoi. Pourquoi je fais ça. RSE, les entreprises à mission, KPMG, on a choisi ce statut cette année. Travailler dans l'intérêt général, on a parlé également de santé. Donc, on va chercher et trouver un lauréat pour For Good, une start-up qui apporte quelque chose de sociétal. Et si je puis me permettre, bien sûr, Martine. C'est également une tendance chez les investisseurs. C'est-à-dire il y a de plus en plus d'investisseurs, de fonds qui vont vers les entreprises à mission, les startups à mission et à impact. Bien sûr. Et cette année, on aura, Gilbert, des prix coup de cœur également, qui vont être distribués plus que jamais, puisqu'il y a des entreprises qui, dans certains secteurs d'activité, parmi toutes les startups qui vont postuler, vont pouvoir en identifier qui pensent pouvoir faire bouger les lignes spécifiquement dans un secteur ou dans un domaine, et donc ce sera récompensé. On aura l'occasion d'en parler plus en détail. Un point important cette année, on a décidé au sein du jury de ne pas récompenser les scale-up, donc les entreprises qui ont déjà énormément grandi, mais plutôt de les intégrer dans des jurys, puisque finalement l'apport qu'on pouvait leur donner était moindre. Mais évidemment, les scale-up seront présentes indirectement. Quelques éléments de timing et de planning pour vous donner de la visibilité, tant au niveau des entreprises qui nous suivent aujourd'hui, des médias qui vont évidemment relayer tout ça, et puis des startups qui vont demain pouvoir postuler. Donc vous avez les grandes lignes de tout ce qui va se passer. Donc globalement, jusqu'aux ouvertures des candidatures le 3 avril jusqu'au 24 mai, il y aura des jurys qui vont être déterminés jusqu'à mi-mai avec des membres d'International Women's Forum, mais aussi des entreprises et institutions, parties prenantes des assises de la parité. Vous verrez, c'est assez formidable. Une sélection avec Marc et les équipes d'International Women's Forum, parce que 150 dossiers, disait Martine, même un tout petit peu plus l'année dernière, à regarder et à lire, ça prend beaucoup de temps. Et on voudrait que les jurys regardent finalement la substantique moelle de ces dossiers-là. Évidemment, vous pouvez regarder les 200 dossiers qu'on aura sans doute cette année, mais vous avez aussi la possibilité d'assister à 4 sessions de pitch qui auront lieu les 5, 6, 7 et 8 juin prochains, ici dans ces studios. Et je vous invite à venir nombreux pour pouvoir évaluer, voter et déterminer les gagnantes de ces assises de la parité qui seront remis évidemment au ministère de l'économie et des finances le 19 juin prochain lors de la cérémonie de clôture vers 18h à Bercy, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Et puis pour se reprojeter également, voilà un petit peu tout ce qui avait été mis en place l'année dernière, près de 200 000 € de dotation
en 2022 pour soutenir concrètement l'entrepreneuriat au féminin, avec beaucoup de choses qui parfois peuvent vous sembler anecdotiques. Alors, ce qu'a évoqué Lucie par rapport à la contribution de KPMG, c'est aussi ça qui peut changer les lignes. Donc vous, en tant qu'entreprise ou institution, à votre niveau, que ce soit sur du mentorat ou par rapport à votre activité, le fait de faire de la mise en relation, d'inviter à une rencontre un peu spécifique. Je sais qu'à notre petit niveau, chez Epoca, on a médiatrainé toutes les lauréates et je crois que ça les a aussi beaucoup aidées à se développer. Donc on aura plein d'idées ensemble pour développer tout ça. Marc, tu voulais compléter un petit peu? Oui, je pense que c'est, pour les startups, c'est vraiment un vecteur incroyable. Avec le réseau de International Women's Forum, Epoca, tous les partenaires, tout cet entourage pour aider les startups, c'est un accélérateur incroyable. Sandra, j'imagine que vous voulez voir des capitaines d'industrie, femmes évidemment, et qui prennent la parole, qui s'engagent et qui sont vraiment des modèles. Hein. C'est ça un peu l'objectif aussi. Oui, c'est ça l'objectif. Et puis c'est aussi de faire connaître ces femmes dans les startups qui ont peut-être moins de lumière ou moins d'accès et leur donner cette plateforme empowerment, un autre mot anglais. Donc empowerment pour le bénéfice mutuel de tous. Martine, vous n'écrivez pas un bouquin sur les startups en ce moment qui va venir? C'est confidentiel. C'était confidentiel et ben voilà, j'ai balancé. On racontera des belles histoires. C'est gentil d'en parler, mais il ne sortira qu'en septembre. Mauvais timing. Ce sera pour les assises de la parité 2024, Martine. Coming next, si je puis dire. C'est ça. Alors de quoi ça parle ce livre sur les startups, Martine? C'est effectivement de parler de très belles réussites, puisqu'il y en a, de parler des difficultés, des obstacles, mais aussi de donner des conseils à partir des expériences de ces femmes pour aller plus vite, pour accélérer et transformer. Alors vous savez, quand on parle d'entrepreneuriat, il faut s'engager, il faut s'investir comme un sportif de haut niveau. Vous le savez bien, un sportif de haut niveau, c'est la gagne, c'est résister quand tout le monde vous dit laisse tomber, lutter contre l'effort et peut-être aller au-delà de ses capacités. Émilie Gomis, elle est en visio, elle était en Guinée-Bissau. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. On peut être loin, mais finalement, ça marche très très bien. On vous voit, on vous entend extrêmement bien. Vous faisiez du basket, super, hein, c'est bien. Vous étiez sportif de niveau, vous étiez une basketteuse, c'est ça? Équipe de France et... Oui, je suis une ancienne basketteuse professionnelle. J'ai fait pas mal d'années avec l'équipe de France et j'ai eu le plaisir d'être médaillée olympique aux Jeux de Londres. Donc, on va dire presque les derniers Jeux, parce que Rio a été un peu compliqué au niveau des infrastructures et Tokyo, malheureusement, avec le Covid, n'a pas pu se passer comme il faudrait. Ouais. Et on a hâte, avec Paris 2024, de vous montrer un petit peu que les Français sont tous rassemblés autour de ces Jeux, et Jeux de parité, puisqu'on parle de ça. Donc, oui, bien sûr. Vous êtes ambassadrice des JO, on peut le dire. Vous êtes membre représentant des sportifs au comité olympique. Bon, vous avez beaucoup d'étoiles sur vos épaules. Et vous êtes engagée parce que, vous l'avez dit, hein, la parité, c'est aussi un combat ou une mission que le sport peut porter. Oui, effectivement. Alors, juste pour rappeler un peu l'histoire, pour ceux qui ne connaissent pas les Jeux, il y a 100 ans, les premiers Jeux se sont organisés en France. Et à l'époque, il n'y avait que 22 femmes qui ont pu participer à ces Jeux-là pour, je ne vais pas dire de bêtises, à peu près 990 hommes. Donc, quand on regarde l'histoire et qu'on regarde les ambitions de Paris 2024, pour les Jeux de la parité, parce que ça va être les premiers Jeux de parité. Tokyo a eu un taux de participation de 48% des femmes, et Paris 2024 est vraiment c'est à égalité en fait, quoi. Donc c'est vraiment génial quand on regarde vraiment l'historique, et on a vraiment envie de montrer que les femmes peuvent être à égal des hommes dans le sport. Et les valeurs sportives sont universelles, et je pense que le sport peut être un vecteur vraiment d'exemplarité pour montrer que les femmes peuvent aussi performer sur le terrain et avoir une vie totalement normale, parce que souvent on nous disait que
les femmes ne pouvaient pas avoir une vie de famille durant leur carrière. Et là, depuis certaines années, parce qu'il y a eu des combats, il y a eu des manifestations, il a fallu quand même se battre, hein. Les femmes se sont toujours battues. On voit que les femmes peuvent faire une pause, avoir des enfants et être aussi performantes au retour de leur Mais oui, compétition. je vous recommande l'excellent documentaire sur Canal+, hein, qui suit une internationale de l'équipe de France, vous la connaissez sans doute, qui a accouché et qui reprend sa carrière de sportive de haut. C'est passionnant, c'est Inside, une grande équipe, hein, l'OL, puisque multi-récompensée au niveau des championnats. Est-ce que les résultats aussi, c'est un accélérateur? C'est vrai que quand on voit la France qui gagne, c'est aussi un accélérateur, hein, Émilie? Bien sûr, c'est un accélérateur. On le voit surtout on l'a vu dans les sports co. Enfin, moi, j'ai eu la chance de faire partie de l'équipe de basket. On est plus médaillés que les garçons. Et c'est sûr que ça aide énormément. Et la visibilité des jeux aide énormément, surtout quand elles sont organisées au même moment, au même endroit. Donc, comme quoi, la population, les personnes aiment le sport féminin. Ce n'est pas que quand les femmes gagnent, les femmes peuvent être performantes. Et le fait qu'il y ait des jeux au même moment montre bien que les personnes ne font pas une différence entre les disciplines. On le voit par rapport à l'athlétisme. Je ne sais pas si vous êtes fan de ce sport-là, mais je ne pense pas que les gens fassent attention à ce que ce soit une femme ou un homme qui court. C'est plutôt l'événement en lui-même qui est intéressant et le fait qu'il y ait cette mixité aussi dans certains sports. Les Jeux Olympiques, le CIO a mis plusieurs sports en avant cette année. Donc il y a le skate, il y a le breakdance. Donc ça, c'est des sports mixtes et c'est des sports très urbains qui permettent de pas spécialement de faire la différence. Et c'est juste pour s'adapter à la nouvelle société à l'heure actuelle, pour montrer que ces sports-là peuvent être mixtes et organisés au même moment. Et je prends l'exemple du basket, le basket 3-3 qui est devenu une nouvelle discipline olympique qui est organisée en même temps que les garçons et sur le même terrain. Donc, pour donner un peu plus de visibilité aussi à ces femmes et pour pas qu'il y ait cette séparation dès le départ qui peut poser problème. Donc, c'est qu'une question de volonté politique et je pense que notre président a décidé de mettre ça en avant. Merci beaucoup. Alors, on est pour l'événement, pour le sport, mais quand c'est la France qui gagne, on est content quand même, hein, aussi, hein, Émilie. Et vous le savez bien, hein, quand vous avez décroché cette médaille, on était tous et toutes derrière vous avec un bonheur sans limite. Caroline, un mot, parce que vous ne serez pas seule. Vous serez là à Bercy, hein, j'espère, en juin pour les assises de la parité. On sera là où il y a tous les ministères. On compte sur vous. Qui sera là, Caroline, avec Émilie? Alors, au-delà d'Émilie, et ce qui est important, ce que je veux rajouter, c'est qu'Émilie s'implique aujourd'hui énormément à travers le sport dans les trajectoires des filles et des femmes, parce qu'on sait que le sport a un rôle éducatif et un rôle aussi important dans les trajectoires et les carrières des femmes. On avait eu beaucoup de sportifs de haut niveau déjà présentes l'an dernier aux assises, qui sont aujourd'hui des cadres supérieurs des groupes partenaires. Donc c'est aussi pour ça qu'on a une attention sur cette thématique-là cette année 2023. Alors on vous a fait un peu on est très fiers en fait cette année, puisqu'on a déjà la confirmation de Marie Barsac pour Paris 2024 qui sera avec nous le 19 juin en matinée. On a d'autres, avec Émilie, on a Olivier Letan qui sera là également. Alexa Barrier qui a confirmé sa présence. Stéphane Diagana qui a confirmé sa présence. Donc on a à la fois des jeunes sportifs, des anciens sportifs déjà reconvertis qui ont réussi leur reconversion, des médaillés, Pascal Gentil, je ne vais pas tout, Clarisse également. Et la ministre, tout à fait, qui va soutenir les assises de la parité. Donc qui a mené un travail exemplaire
sur ce terrain-là, hein, la ministre des Donc on Sports. prépare bien Paris 2024 et tous ses impacts en matière de parité aux Assises de la parité le 19 juin Ça prochain. tombe bien. Oui. Un dispositif de communication. Alors on va assez juste revenir une exceptionnel. petite seconde sur les jeunes aussi, Ah oui, mon cher Gilbert, bien sûr. on voulait en parler, Caroline l'évoquait, tu peux peut-être nous redire un mot sur tout ce qui va être mis en place et pourquoi finalement embarquer les jeunes des grandes écoles et universités avec nous sur les Assises de la parité. Alors on parle depuis le début de cette émission finalement de la société qui se transforme, de l'importance du dialogue entre toutes les générations, de l'importance d'accélérer, de faire évoluer les carrières très vite et on sait que l'enseignement supérieur vraiment et avec l'arrivée, tu en parlais la semaine dernière, mon cher Gilbert, de ChatGPT notamment. Moi, j'ai tout préparé avec ChatGPT, hein, moi j'ai rien fait. Hein. Donc l'évolution du monde éducatif, tout est en mutation en ce moment, donc on est très content d'intégrer et d'avoir des partenaires de longue date, Centrale Supélec, Collège de Paris, l'ESCA, l'EDEC qui sont déjà partenaires des assises et avec qui on va travailler, en intégrant les jeunes au dispositif davantage, à la fois parce qu'on a des nouveaux partenaires médias. Alors, jeunes, je le suis aussi, donc je ne dirais pas des partenaires médias jeunes, mais qui sont davantage, en fait, où l'audience, en fait, commence assez tôt, comme Le Crayon, Combini, Le Média Positif, Loopsider, on les remercie tous, on est très, très contents de les avoir. Et au-delà de ça, l'année dernière, on avait commencé à intégrer vraiment des jeunes au sein des assises, dans les assises, où, je vous le rappelle, ils avaient interviewé Madame Isabelle Rome, notre ministre. Donc, on va aussi avoir quelques surprises dans le cadre du programme cette année, en intégrant de futurs professionnels. Ouais. En plus, ils n'ont pas leur langue dans leur poche. Hein. Je peux vous dire qu'ils balancent quand ils ont un ministre en face. Merci Caroline. Donc effectivement, maintenant on va compter sur toutes les parties prenantes, toutes les entreprises et institutions qui ont confirmé leur participation, tous ceux qui vont nous rejoindre d'ici le 20 avril, qui est le kick-off entreprise, pour pouvoir lancer véritablement ensemble tout ça. Ça va vous permettre, ça va nous laisser un petit mois pour pouvoir réagir par rapport à tout ce qu'on va vous présenter. Sandrine Chebil qui coordonne l'ensemble de vos actions, évidemment, sera à votre disposition. Elle est là physiquement et évidemment en digital pour préparer avec chacun d'entre vous lors de comités personnalisés. Vous allez avoir tout un dispositif de communication à votre disposition pour déployer votre engagement en interne, en externe, sur les réseaux sociaux. Une vidéo qui va être réalisée, un film qui va être réalisé dans ce studio à partir de ce vendredi. Donc 3 dates qui sont déjà précalées. D'ailleurs, beaucoup d'entre vous ont déjà réservé leur session avec 10 questions, avec possibilité de le faire avec un membre du comité de direction ou du COMEX de chez vous qui intervient, votre CEO ou un membre du CODIR, mais aussi possibilité de le faire en mode paritaire. Et cette année, beaucoup d'entreprises ont choisi de le faire en mode paritaire, à peu près la moitié. Et dans ce cas-là, vous vous répartissez les 10 questions que vous voyez à l'écran avec des questions un petit peu institutionnelles, corporate, qui vont servir évidemment votre communication externe, votre communication interne, vos réseaux sociaux, mais aussi des questions un petit peu plus ouvertes comme un slogan, égalité stricte ou pas à la maison, qui vont aussi permettre d'alimenter toute une communication pour embarquer largement ensemble sur les réseaux sociaux. Donc non seulement vous aurez votre film personnalisé, mais aussi vont éclore un certain nombre de best-of qui vont nous alimenter jusqu'au 19 juin et après. Hein, encore une fois, quand je vous disais 9000 parties prenantes mobilisées sur les assises de la parité 2022, c'était avant, pendant et après. Ça, c'est aussi très important. Caroline l'évoquait, on a la chance, on l'a vu tout à l'heure avec la table ronde média qui ouvrira les assises de la parité 2023 à Bercy, l'importance des médias dans les représentations associées à tout ça. De nombreux médias sont directement ou indirectement partenaires des assises de la parité. C'est des millions de jeunes qui sont touchés par les 4 médias qu'évoquait Caroline tout à l'heure. J'avoue que je ne les connaissais pas tous jusqu'à il y a peu de temps. Vous êtes vieux. Je suis vieux, exactement. Caroline est jeune, je suis vieux. Mais dans ce cadre-là, c'est assez extraordinaire de se dire qu'on va pouvoir toucher toutes les Françaises et les Français sur le sujet. Et un grand merci à tous les médias qui sont présents. Samira Jody, qui est la patronne de la Fondation TF1, devait être là aujourd'hui. Elle a eu des petits soucis de transport, mais elle est évidemment là avec le cœur. Mais aussi, je remercie tous les grands médias qui vont relayer tout ça et qui vont aussi vous donner la parole tout au long du dispositif, avant, pendant et après les assises de la parité. On aura un studio télé pendant les assises de la parité piloté par l'hémicycle pour toucher les 50 000 personnes qui font la décision en France. 2 studios de podcast directement dans le salon VIP. On en reparlera au ministère de l'économie et des finances. Bref, vous allez avoir tous les moyens pour vous donner
un maximum de visibilité sur vos engagements en matière de parité, en matière de RSE et évidemment au travers de vos actualités business également à cette occasion-là. Alors, pour vous permettre de découvrir un petit peu ce que ça va donner, on va vous présenter en avant-première le petit spot de 30 secondes qui animera notre année des transformations, puisqu'on passe cette année aux transformations dans le cadre des Assises de la parité 2023. Et donc la régie va nous lancer ce petit 30 secondes avant de terminer cette conférence de lancement. Parce qu'il n'est jamais trop tôt pour lutter contre les inégalités. Parce que le monde change et que les femmes aussi en sont les architectes. Parce que nous avons besoin de modèles inspirants pour atteindre les objectifs de parité. Pour que ce sujet n'en soit plus jamais un. Pour réussir cette transformation, il nous faut de l'ambition. Sur tous les sujets qui comptent, c'est à nous d'agir. Ensemble, faisons bouger les lignes. Rejoignez-nous le 19 juin sur assise-parité.com. On fait bouger les lignes ensemble, Sandra, c'est l'objectif de ces Assises de la parité 2023, c'est la fin de notre émission spéciale. On a presque tenu le timing, Mathieu, on a plutôt été bon. Merci Marc, merci Martine, merci Caro, merci Mathieu. Sandra, qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Transformons, investissons-nous. N'hésitez pas à nous contacter aussi. Vous savez que IWF France réunit des femmes leaders. Vous avez peut-être des femmes dans des COMEX, des CODIR que vous voulez sponsoriser, vous voulez décloisonner. Donc, à titre d'exemple, on peut aussi venir animer des masterclass. On peut avoir toute forme de collaboration, comme l'évoquait Lucille tout à l'heure, avant, pendant, après les Assises de la parité. Donc, n'hésitez pas à nous contacter directement à travers EPOCA. Vous êtes les bienvenus et on sera là pour vous soutenir dans vos démarches. Toute l'équipe effectivement d'International Forum est à disposition. Comme on l'a souvent évoqué, les Assises de la parité, ce n'est que le début d'un dispositif, comme le disait Sandra. Une volonté aussi d'intégrer un maximum de femmes dirigeantes au sein de l'association. Aujourd'hui, c'est 200 femmes dirigeantes en France. Et je crois qu'il y a une vraie volonté aussi d'ouvrir à toutes les parties prenantes qui se mobilisent. Pour vous donner quelques éléments d'agenda très concrets, donc je vous l'évoquais tout à l'heure, le kick-off avec l'ensemble des parties prenantes Assises de la parité 2023. Le jeudi 20 avril en digital de 14h à 15h30. Laïla vous enverra l'invitation dans la journée ou demain. On aura l'occasion de rebalayer tout ça. On va vous préparer d'ici là tous vos outils de communication. Et donc, je vous laisse voir avec Sandrine tous ces sujets-là pour qu'on puisse évidemment avoir vos bons logos, vos présentations, mais aussi qu'on puisse réaliser ces films publicitaires ou plus spécifiques sur votre entreprise. Alors, nous est souvent posé la question aussi, mais je fais faire intervenir qui aux Assises de la parité? Ce qu'on vous propose là, c'est de découvrir quelques-uns et quelques-unes qui ont pu intervenir ces dernières années. Beaucoup d'ailleurs seront aussi présents à Bercy le 19 juin prochain. Donc des CEO, des membres de comités de direction, d'entreprises, d'institutions qui se mobilisent. Donc on compte sur vous et on remercie évidemment l'ensemble des parties prenantes qui ont déjà confirmé leur participation aux Assises de la parité 2023. Pour aller plus loin, pour continuer à se mobiliser, on a besoin évidemment d'en avoir encore d'autres qui nous rejoignent pour faire bouger les lignes. Donc on compte sur vous par rapport à ça. Et Gilbert, je te laisse avec Sandra partager le mot de la fin. Le mot de la fin, vous avez déjà dit un mot, transformons. Je crois qu'on peut, si on peut transformer, laisser, si je puis dire, ça sera très bien. Merveilleux, merci à tous et à très vite. Nous sommes très impatients de vous voir. Merci. À très bientôt. On se revoit à Bercy en juin. Il est essentiel de rassembler des femmes et des hommes pour obtenir une parité essentielle. Et toute cette co-construction avec des grands groupes, des ETI, des entrepreneurs et d'une richesse incroyable. C'est aujourd'hui un rassemblement inscrit dans la diversité, dans la parité, et je suis ravie. Ce combat pour l'égalité entre les femmes et les hommes n'est pas un combat de quelques-unes contre quelques-uns. Il n'oppose pas les femmes aux hommes, ni une génération à une autre. Il est un projet de société. Nous avons fait beaucoup de progrès pendant les dernières 20 années, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut accompagner la loi
pour changer les comportements et les mentalités. Les femmes composent 52% de notre population. Elles ont du talent, elles sont diplômées, elles sont capables, elles sont compétentes. Elles ont juste besoin d'opportunités pour pouvoir réaliser leur plein potentiel. Une loi de parité, elle porte son nom. C'est une loi d'équité, c'est une loi de justice, une loi de conception sociétale pour faire en sorte qu'on soit dans une société équilibrée, respectueuse de chacune et de chacun. L'intérêt d'organisations et d'événements comme les Assises de la parité, c'est de mettre de nombreux acteurs autour de la table. Ensemble, nous pourrons véritablement accélérer la transition et le mouvement. C'est devenu le lieu où nous allons évoquer de très nombreux sujets liés aux causes féminines dans le monde de l'entreprise. Il y aura ensuite un concours de start-upeuses pour aider les gagnantes à performer. Aujourd'hui, remise des prix, les 5 startups qui ont été choisies par le jury, mais également par le public qui nous regarde, pour essayer de propulser et de faire pousser nos startups et scale-up et d'aider nos femmes fondatrices d'aller plus loin. Les Assises de la parité ont un rôle à jouer, notamment dans un objectif de visibilité et d'exemplarité d'entreprises dirigées et fondées par des femmes. On a besoin de rôle modèle en fait dans cet écosystème start-up très masculin. On était aussi en recherche de réseau et d'expérience, donc on est ravis de ce prix qui va nous apporter de l'expertise et de l'accompagnement.